Merci à tous d'être présents. Effectivement, il y a des choses qui seront perfectibles pour la suite pour toucher l'ensemble de la cible, mais on essaiera de le faire. Aujourd'hui, pour introduire la séance, éventuellement un petit mot de Jean-Yves sur les actions d'alumni de rapprochement justement de l'école et des alumni et de ce qu'on va pouvoir faire pour les accompagner, en particulier sur ce qu'Agathe a pu faire jusqu'ici. Oui, mais je pense que d'abord, souhaiter la bienvenue à chacune et chacun de vous. Je pense qu'il y a quelques élèves parmi nous physiquement ou en tout cas présents sur la visioconférence. Et on s'adresse évidemment à tous ceux qui, n'ayant pas participé, pourront peut-être s'inspirer de nos échanges. J'espère que cela leur sera utile. Voilà, donc peut-être je vais être très, très rapide. Je voudrais simplement redire que dans le contexte qui semble délicat de l'emploi, chacun a son opportunité à saisir et il doit le faire, et il sait qu'il doit le faire. Nous sommes là, Minancy Alumni, pour les aider au travers de ce webinaire, mais aussi au travers du réseau que nous animons en continu avec toute l'équipe qui est ici présente pour partie. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes à votre disposition. Vous avez en main un excellent diplôme, une très bonne formation et par conséquent toutes les chances pour effectivement trouver un emploi. La question de l'emploi est certes un sujet structurel qui concerne statistiquement un grand nombre de personnes, mais au fond, chaque cas est un cas personnel. Et donc, chacun d'entre vous a sa chance à saisir. Voilà. Donc, bardé d'un excellent diplôme, d'une très bonne formation et avec un caractère bien trempé, je ne doute pas que chacun trouvera son opportunité. Peut-être on peut vous aider à les cerner, ces opportunités. Il y a des secteurs, comme on va l'évoquer tout à l'heure, qui vont mieux que d'autres. Et donc, ça va être l'objet de notre échange. En ce qui concerne nos relations avec l'école, vous le savez, elles sont excellentes depuis quelques années. Nous travaillons en étroite coopération avec l'école, la fondation, l'association et les élèves. Et donc, cette alliance est évidemment très, très importante. On a fêté l'année dernière à l'UNESCO le centenaire de l'école. Vous en avez entendu parler puisque vous étiez à l'école. Peut-être vous-même avez participé. L'année prochaine, on fêtera le centenaire de l'association. J'espère que vous serez également nombreux, sans doute à Nancy, vers le mois de mai-juin ou à l'automne. Et donc, voilà ce que je voulais simplement dire en brève introduction. Avant de passer la parole, je crois maintenant à Patricia, qui va nous dire quelques mots. Merci, Patricia. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Patricia Bessé-Véziat. Moi, je suis promo 84 et j'ai fait l'essentiel de mon parcours dans les systèmes d'information avant de rejoindre une voie plus ressources humaines et organisation d'abord et ressources humaines. Et je suis maintenant coach en entreprise et je suis également conseiller carrière auprès d'Intermine, donc éventuellement mobilisable si vous avez des interrogations de votre parcours. J'ai promis de tenir 10 minutes, donc je chronomètre. Je vais faire une présentation sur le process de son réseau et je vais faire aussi, et je vous mettrai un petit mot aussi sur le profil LinkedIn et les actions à faire sur LinkedIn.
vous avez une formidable opportunité, c'est que vous avez plein de gens autour de vous, vous avez vous avez une famille, vous avez des amis et vous avez des gens avec lesquels vous avez travaillé dans vos projets, dans vos stages, etc. Et vous avez aussi un très très gros réseau qui est le réseau des alumni. Et ça, c'est une source, c'est à la fois une source complément en attendant que Patricia revienne, pour pas vous faire attendre devant un Zoom qui dit rien. Juste, par rapport à ce qu'on met en place cette année, plus particulièrement, et ce qu'on souhaite mettre en place pour les jeunes diplômés, au-delà de la présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi mieux vous accompagner et en fonction des secteurs dans lesquels vous souhaitez travailler ou des envies que vous pouvez avoir au niveau des conseils que vous cherchez, de mieux vous indiquer une liste d'alumni privilégiés qui sont d'accord pour répondre à certaines de vos questions et vous accompagner au-delà dans vos recherches, aussi dans vos réflexions, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous, au moment du diplôme, et pas que, hein, plus généralement, tout au long de la carrière, se posent des questions sur savoir ce qu'ils veulent faire ou où est-ce qu'ils veulent bouger. C'est toujours intéressant de pouvoir mûrir sa réflexion en échangeant avec d'autres. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir plus facilement vous connecter à des alumni qui sont d'accord pour un peu vous tutorer et au-delà de ça, échanger avec vous 2 ou 3 fois un petit peu avant que vous soyez diplômé et puis après tout au long de votre recherche. Pour justement mettre un pas peut-être dans la démarche réseau et faciliter en disant voilà, c'est un pool d'alumni qui est plutôt favorable et ouvert au fait que vous les contactiez et du coup une fois que vous l'avez déjà fait une fois, c'est plus facile de réitérer. Et Patricia aussi. Pardon, panne de Wi-Fi. Donc, je suis passée sur le téléphone. Donc, la première chose à travailler, c'est votre pitch de présentation. Il faut que vous puissiez vous présenter en 1 minute ou 3 minutes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Pitch qui va vous permettre de mettre en avant votre parcours, votre diplôme, assurément, c'est une très belle carte, et les compétences clés que vous avez apprises notamment à l'école, et surtout si vous avez 2-3 pistes sur votre projet. Voilà moi où je me verrai. Et ce pitch, il faut que vous l'écriviez, il faut que vous l'appreniez et il faut que vous le répétiez. Et un très très bel exercice, si vous voulez tester votre pitch, c'est de prendre un camarade qui vous connaît un petit peu, mais pas forcément un camarade d'école, et puis vous vous mettez dos à dos et vous lui récitez votre pitch et à la fin, vous lui demandez qu'est-ce que tu as retenu. C'est pas est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, ça c'est qu'est-ce que tu as retenu et vous voyez s'il a retenu les 2-3 mots-clés qui vous représentent et que vous voulez mettre en avant. Voilà. Ce pitch, il va vous servir à la fois au recrutement et il va vous servir également dans votre démarche réseau. Alors, qu'est-ce que c'est la démarche réseau? C'est déjà identifier les gens qui sont autour de vous et qui sont susceptibles de vous apporter de l'information sur des métiers, de l'information sur des sociétés, de l'information sur des secteurs. Et du coup, c'est ces gens-là que vous allez aller voir en leur disant, ben voilà, moi je suis Patricia Bessévésiade, je viens de sortir de l'école des mines de 3e année, j'ai fait tel et tel majeur. J'ai fait un stage dans tel domaine ou tel domaine et voilà où est-ce que je me projetterai, voilà ce que j'aimerais bien faire. Et du coup, j'ai vu que toi, tu travaillais dans cette société, j'ai vu que tu travaillais dans ce secteur, j'ai vu que tu faisais ce métier et je me suis dit que tu pouvais m'apporter de l'information. Alors, parle-moi de ton job, parle-moi de ta boîte, parle-moi de ton secteur. Et les gens, vous n'allez pas les déranger parce que les gens, ils adorent parler d'eux. Ils aiment parler d'eux. Donc, si vous allez les voir en leur disant
donne-moi de l'information, raconte-moi ta life. Vous n'allez pas le demander comme ça, mais c'est un petit peu ça. Vous allez récupérer bien l'information et là, vous allez pouvoir échanger et avoir des perspectives. Et puis, quand vous allez voir les gens avec ce point d'entrée-là, si vous allez voir une personne que vous ne connaissez pas, un ancien qui a 4, 5, 6 ans d'expérience, qui est sorti de l'école, par exemple, et si vous allez le voir en lui disant, bah voilà, je sors de 3e année, mon objectif, c'est de trouver du boulot, le type, il est stressé. Parce qu'il ne sait pas s'il peut embaucher ou peut-être il ne sait pas s'il peut embaucher ou pas. En revanche, si vous allez le voir en lui disant, bah voilà, moi j'ai fait ça, et du coup j'ai vu que tu travaillais dans tel domaine, dans telle société, ça m'intéresserait d'échanger avec toi pour que je puisse affiner mon projet, il a moins peur. Vous ne lui demandez pas un job, il a moins peur. Et du coup, vous allez récupérer l'information, quitte à ce moment-là, qui vous disent « Ah, mais moi, ce qui serait peut-être bien, c'est que tu contactes un tel parce que j'ai vu qu'il pouvait, il était susceptible de recruter. » Donc, comme vous arrivez pas en disant « Je veux absolument un job », mais je veux plus de l'information, vous allez récupérer nettement plus de contacts et vous allez avoir des gens en face de vous qui seront plus détendus. L'objectif de l'entretien réseau, c'est que vous repartiez, avec des informations qui vont vous permettre d'affiner votre projet, que 2, vous repartiez avec des contacts. Donc, à la fin du rendez-vous, ce que vous pouvez dire, c'est, ben voilà, en fonction de ce sur quoi on a échangé, qui tu me conseillerais d'aller voir ? Qui tu me conseillerais de contacter? Est-ce que je peux les contacter de ta part? Est-ce que du coup, voilà. Et là, à ce moment-là, la personne qui travaille dans une société X ou Y, elle peut vous dire, ben moi, je verrais bien. Alors, j'ai un copain qui travaille là-bas, ce serait peut-être intéressant que tu puisses le contacter, comme ça, tu auras des informations sur notre société. Envoie-moi ton CV, on ne sait jamais, je peux l'envoyer à ma RH, ou voilà les coordonnées de ma RH. C'est une fois que vous aurez fait parler la personne qu'elle sera un petit peu plus détendue et qu'elle peut vous donner des informations complémentaires. Dans votre réseau, vous avez effectivement les anciens. Regardez sur le site d'Intermine, vous avez tout l'annuaire des anciens. Alors, autant que ça peut être à jour, donc ça mais c'est déjà une première source d'information. En fonction des secteurs que vous voulez adresser, regardez, il y a des clubs professionnels. Donc, il y a le club aménagement et construction, il y a le club santé, il y a le club énergie, etc. Et du coup, en fonction des secteurs que vous voulez adresser, regardez qui anime ces clubs, qui dirige ces clubs. Et comme ça, vous allez déjà avoir des informations de contacts qui participent à ces clubs. Et du coup, ça peut vous aiguiller. Pensez, alors qu'est-ce que j'ai marqué? Aussi bien sur le site Intermine que dans LinkedIn, vous allez pouvoir trouver les coordonnées des alumni. N'hésitez pas à les contacter. Alors, c'est vrai que quand ils ont une position de directeur général, ils sont un petit peu moins disponibles. Si vous voulez contacter Frédéric Duval à la tête d'Amazon, vous allez avoir vraisemblablement plus de mal à le toucher. Mais des gens qui ont 4, 5, 6, 10 ans, 20 ans d'expérience, allez-y. Alors, une question qui me revient souvent en entretien carrière, c'est est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois? Alors, on peut dire que jusqu'à 5-10 ans d'expérience, vous pouvez tutoyer. Si vous êtes moins à l'aise, commencez par le vous. De toute façon, la personne vous mettra, si elle veut être tutoyée, elle vous mettra à l'aise très rapidement. Comment contacter le réseau? Donc, si c'est du LinkedIn, vous allez le contacter peut-être par la messagerie LinkedIn. Sinon, regardez sur le site des mines, vous avez peut-être une adresse mail. De toute façon, vous avez toujours l'adresse générique mine-nancy.org. Ça, c'est pour le mail. Et sur Intermine, vous pouvez avoir des numéros de téléphone.
Privilégiez le mail peut-être en premier contact, et si vous n'avez pas de retour, essayez un petit SMS à des heures pas trop intrusives, évitez après 20 h le soir ou avant 8 h le matin, on va dire ça comme ça. Quand vous contactez la personne en lui disant voilà mon projet, voilà ce que j'aimerais échanger 10 minutes, un quart d'heure avec toi, quand est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous, soyez à l'heure à votre rendez-vous, préparez votre rendez-vous, renseignez-vous sur le profil de la personne, sur sa société, etc. Comme ça vous allez pouvoir rebondir sur tout ce qu'elle va vous dire. Pensez à remercier. Et surtout, pensez, si la personne vous donne des contacts, pensez à tenir au courant la personne qui vous a donné des contacts, des rendez-vous que vous avez pu avoir. Si moi, je vous dis, contacte Agathe Bastide, par exemple, elle peut te donner des informations. Quand vous avez contacté Agathe, faites un petit mail en disant voilà, tu m'avais conseillé d'aller voir Agathe, je l'ai vue, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va entretenir le réseau et c'est ce qui va vous permettre de remettre un petit grain de riz dans la tête de la personne que vous avez rencontrée. Elle sait que vous êtes toujours en démarche, elle sait que vous êtes toujours en recherche et du coup, elle va être susceptible, elle va voir passer peut-être une annonce et elle va être susceptible de vous l'envoyer. Voilà. Comme j'ai plus le temps, je ne sais plus si je suis en avance ou en retard. Rapidement, LinkedIn. Il faut absolument que vous fassiez un profil LinkedIn complet. Un profil LinkedIn complet, c'est-à-dire avec une description de votre parcours, une description de votre projet, une illustration de votre parcours. Si vous avez fait des projets, si vous les avez réussis, dites-le. Vous dites pas juste projet, machin truc chez telle société. Voilà, qu'est-ce que vous avez apporté au cours de ce projet. Même si vous avez une bonne note, une mention ou quoi que ce soit, mettez-le en avant. Mettez en avant les résultats que vous avez obtenus. Identifiez les compétences que vous voulez mettre en avant et si ça a bien matché avec votre tuteur de stage, avec les gens avec lesquels vous avez fait des projets, demandez-leur des recommandations. Pensez, alors, si vous avez un projet, que votre projet est plutôt bien défini, vous avez des mots-clés, vous voulez travailler dans l'intelligence artificielle, il faut que dans votre profil LinkedIn, IA, intelligence artificielle, ça se retrouve à plusieurs endroits. Vous allez le mettre dans vos expériences, vous allez le mettre dans vos compétences, vous allez le mettre dans votre description, vous allez le mettre dans votre CV et vous allez joindre votre CV à votre profil LinkedIn. Plus les mots-clés seront nombreux et plus votre profil sera susceptible d'être mis en avant par les moteurs de recherche LinkedIn. LinkedIn, c'est la première source de recrutement pour les cabinets de recrutement actuellement. Donc, ils cherchent quelqu'un qui a des compétences en intelligence artificielle, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur LinkedIn, ils cherchent l'intelligence artificielle. Demandez-vous entre vous en contact. Pour qu'un profil ressorte, il faut qu'il ait un nombre de contacts un petit peu conséquent. Avec 10 contacts, vous êtes totalement invisible. Donc, demandez-vous en contact. Quand vous rencontrez quelqu'un en démarche réseau, demandez-le en contact. Si vous avez travaillé dans votre stage, demandez les personnes en contact, etc. Il faut que vous fassiez gonfler comme ça votre profil. Et quand vous demandez quelqu'un en contact, c'est bien de le demander avec un petit mot. Bonjour, on s'est croisés, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, ça me ferait partie que vous fassiez partie de votre réseau. Les gens qui demandent des contacts à l'appel, ils reçoivent nettement moins de réponses. Dernier point, si vous avez... Non, avant-dernier point, vous avez un projet, vous voulez travailler sur tel ou tel domaine, pensez à faire de la veille sur LinkedIn sur ces domaines-là. Pensez à mettre des articles. Vous pouvez forwarder des articles que vous trouvez par ailleurs dans la presse ou sur Internet. Il faut qu'on voit, si vous dites que vous voulez travailler, je reprends dans l'IA, si vous avez 2-3
différentes publications qui disent j'ai trouvé cet article, je le partage avec vous, ça donne un peu de consistance à votre profil. Et dernière recommandation, rejoignez le groupe Intermine, rejoignez le groupe Mine Nancy, voilà, pour continuer à entretenir votre réseau. J'ai été très très vite, mais vous allez pouvoir la réécouter, et je suis joignable bien sûr sur mine-nancy.org. Merci Patricia pour cette introduction sur le réseau. Effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On y répondra même de manière individuelle à posteriori. Et donc, on va passer maintenant à quelques témoignages d'anciens qui sont depuis quelques années dans leur secteur d'activité et qui ont pu observer de leur poste un certain nombre de changements récents liés aux impacts du Covid sur les recrutements, et éventuellement vous donner quelques clés pour postuler aux bons endroits en perdant le minimum de temps, puisqu'effectivement la situation étant un petit peu particulière, et on vous souhaite tous le maximum de réussite pour saisir les opportunités qui se présenteront. La période étant un petit peu particulière, certains horizons sont absolument bouchés, alors que d'autres le sont beaucoup moins, et le but, ça va être d'identifier avec vous quelques-uns de ces secteurs qui peuvent recruter. Là-dessus, je vais passer la parole éventuellement à Bertrand, puisque Christophe, je pense qu'il va pouvoir passer juste après. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler plus en détail des métiers de la construction et de l'aménagement urbain. Donc, je suis Bertrand Flao, Nancy 95. Je suis directeur du développement commercial chez Razelbeck pour l'Île-de-France. Razelbeck est une des 4-5 grandes entreprises de travaux publics du pays, filiale du groupe Faya, qui est lui le 4e groupe français et le premier indépendant. Et outre ma casquette de Mine Nancy Alumni, pour être avec vous ici ce soir, je représente aussi le club professionnel Mine, Aménagement et Construction, qui fédère l'ensemble des alumni d'Intermine qui évoluent dans les métiers de la construction, du BTP, de l'ingénierie, du transport. Enfin, c'est un domaine assez vaste. Voilà. C'est un domaine qui, quand même si on est en période de post-crise sanitaire, début de crise économique, qui a la chance d'avoir des enjeux suffisamment forts pour lui assurer une certaine stabilité. Et notamment avant la crise, c'est début mars, la dernière étude du groupe Manpower, qui est un peu la référence en matière de prévision d'embauche, indiquait que dans le BTP, les intentions d'embauche étaient en augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même plutôt bon signe. L'année dernière, c'était un des premiers employeurs du pays, le BTP. Donc il y a des vrais enjeux, il y a des vrais besoins. C'est un secteur qui souffre aussi d'une pyramide des âges qui est défavorable, donc il y a besoin de se renouveler et de continuer à se structurer. Et puis c'est un secteur qui est aussi en évolution technologique, avec des nouvelles, avec l'intégration des technologies de l'information, avec l'intégration du BIM et d'autres sujets. Donc il y a besoin de jeunes ingénieurs. La crise sanitaire, effectivement, est passée par là. Néanmoins, l'activité reste correcte. Les grandes entreprises n'ont pas énormément souffert. Les PME et petites entreprises, les artisans, oui, mais ce n'est pas forcément le débouché premier pour les jeunes alumni. Donc, il y a encore des choses à faire dans les grandes entreprises de construction françaises. On a aussi la chance d'avoir des leaders mondiaux de ce domaine en France, avec des groupes comme Vinci, comme Bouygues, comme Eiffage, et qui doivent répondre à des enjeux importants qui vont garantir finalement une activité soutenue dans les prochaines années. Je pense au JO 2024,
qui ne devrait pas être décalé, on l'espère. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même du retard à rattraper suite aux mois qui ont été perdus au premier semestre. Le projet du Grand Paris, qui est en partie lié aussi au JO, mais qui va durer beaucoup plus longtemps que ça, qui devrait s'étendre jusqu'en 2028, voire 2030, ce qui va garantir finalement de l'activité sur pas mal d'années et donner une opportunité aux jeunes ingénieurs français de se former à travers ce projet avant d'aller proposer leurs compétences à l'international. Et puis, on a aussi les enjeux très importants qui prennent de plus en plus de corps, de rénovation énergétique du patrimoine, que ce soit essentiellement le patrimoine bâti. On a vu que c'était un des enjeux politiques majeurs des prochaines années. Et ça va évidemment mobiliser toute la filière bâtiment et ingénierie. Et là aussi, c'est un sujet où les ingénieurs ont tout à faire. Parmi les grands employeurs du domaine, donc vous avez tous les constructeurs, j'ai cité les principaux tout à l'heure, Vinci, Bouygues, Eiffage, qui emploient déjà pas mal d'alumni, jeunes ou moins jeunes, mais on a plusieurs jeunes alumni de Nancy qui ont été embauchés dans ces trois groupes depuis quelques années, et on les retrouve régulièrement au Club Mines Aménagement et Construction. On a aussi tout ce qui tourne autour de la construction, et je pense notamment à l'ingénierie. Donc des grands groupes comme Egis, comme Artelia, comme Arcadis, qui sont très implantés en France, qui ont pas mal de collaborateurs, donc toujours des besoins en recrutement, mais qui offrent aussi des perspectives de développement à l'international, de postes à l'export qui sont assez intéressants, parce que ces grands groupes sont aussi très présents à l'étranger, notamment pour tout ce qui est sujet hydraulique, transport, énergie, nucléaire. Vous avez l'AREP aussi dans le genre qui est très spécialisé dans les transports. Puis pour rester dans les transports, puisque le BTP est aussi intimement lié à la notion de mobilité, vous avez dans les pépites françaises des filiales de grands groupes comme Keolis ou Transdev qui sont très implantés à l'international et qui continuent à recruter des mineurs, et certains sont bien placés chez eux, donc ça fait partie du réseau. Quels métiers peuvent être occupés, quels postes peuvent être occupés par les mineurs dans ces entreprises? Alors, il y en a plein. Évidemment, tout ce qui est ingénieur travaux. Alors, on sait que ce n'est pas forcément le poste de prédilection pour le jeune alumni, mais néanmoins, il y a des vraies opportunités pour ceux qui ont envie de très vite être en responsabilité de projets, d'équipes, être en autonomie. On retrouve beaucoup de jeunes alumni en tant qu'ingénieurs travaux, donc chez Vinci, chez Bouygues, chez Eiffage. Après, pour ceux qui sont un peu moins chantier opérationnel, il y a énormément de postes à pouvoir en ingénieur méthode, en ingénieur études de prix, en ingénieur qualité, sécurité, sans doute des postes qui vont se renforcer maintenant avec l'aspect sanitaire. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment chantier, les besoins chez les constructeurs. Ensuite, il y a des besoins autour du chantier, que ce soit côté client ou côté maîtrise d'œuvre, donc les ingénieries. Donc, toutes les ingénieries dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Artelia, Egis, Arcadis et autres, ou les Safej, etc., ont besoin d'ingénieurs pour faire des études techniques, ont besoin d'ingénieurs pour faire de la géotechnique, ont besoin d'ingénieurs pour faire du pilotage d'opération, pas version chantier, mais version client, où on a tous appris la gestion de projet en école d'ingénieur, donc on n'a rien à envier aux autres. Ils ont besoin d'ingénieurs pour faire du BIM, ils ont besoin d'acheteurs, et là aussi, ce sont des compétences techniques, généralistes, qui sont très bien vues chez les ingénieurs. Et puis, il y a aussi des postes à pourvoir sur tous les domaines transverses à la construction, aussi bien le commerce, le développement durable, tout ce qui tourne autour de l'immobilier, de la gestion de projets immobiliers, de la gestion de patrimoine. Tout ça représente quand même énormément de postes qui ne sont pas délocalisables, parce qu'on est vraiment sur des chantiers locaux en France, à forte valeur ajoutée, et qui permettent de se former pour éventuellement aller poursuivre une carrière à l'étranger. Avec la chance, donc encore une fois, d'avoir des grands groupes français leaders en la matière. Comment faire ensuite en termes de méthode? Alors Patricia en a beaucoup parlé tout à l'heure.
Quelques petits conseils. Évidemment, utiliser le réseau Intermine. Donc, l'annuaire Intermine, facilement, si vous avez quelques idées de cibles en matière d'entreprise, vous permet, à travers quelques filtres, d'en cibler quelques-uns. Vous avez aussi les clubs thématiques. Donc, pour le coup, le club mine, aménagement et construction est votre interlocuteur évident. Donc, vous avez accès à l'ensemble des membres du club à travers la page Intermine et ils sont tous à votre disposition pour pratiquer les entretiens réseau tels que Patricia vous les a présentés tout à l'heure. N'hésitez vraiment pas. J'ai eu l'occasion d'en faire un certain nombre. On a aussi des jeunes alumni diplômés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans de Nancy qui évoluent aujourd'hui chez Vinci, chez Bouygues, chez Eiffage. Ils sont tout à fait ouverts aux entretiens réseau. Évidemment, LinkedIn. Donc, vous avez encore plus de facilité à trouver des contacts à travers LinkedIn par des filtres sur les entreprises et puis sur l'école d'origine. Pour aller directement éventuellement à la recherche d'infos sur les recruteurs et sur les postes ouverts, vous avez plusieurs biais. En général, aujourd'hui, la plupart des grandes boîtes mettent leurs postes disponibles sur leur site internet. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les vérifier avant même peut-être de contacter quelqu'un. C'est quand même un prérequis évident d'aller voir s'il y a un poste ouvert qui est intéressant. Si on n'a rien, on peut faire l'appel au réseau. Mais si on fait l'appel au réseau, qu'on n'a même pas été vérifié les postes ouverts sur Internet, c'est pas très, ça fait pas très sérieux. Dans le métier de la construction au sens large, vous avez un moyen d'avoir accès à l'essentiel des boîtes et des coordonnées de leurs recruteurs à travers le forum ESTP. Alors, le STP, c'est sûr que c'est l'école principale qui fournit les ingénieurs de la construction, mais pas que. Par contre, ils ont un forum comme à Nancy, sauf que lui, il est à la fois dédié à ces métiers-là, il est très prisé. Et donc, vous avez un book qui reprend les 150 entreprises présentes avec les coordonnées de leurs recruteurs et les contacts si nécessaire. Je vais vous mettre le lien de téléchargement de ce book dans le chat. Voilà, avec ça, vous avez accès aux 150 plus grandes entreprises françaises qui recrutent dans le métier de la construction. Et donc, la possibilité d'aller voir sur leur site ce qu'ils ont comme poste ouvert. Il y en a encore pas mal. À l'échelle du groupe Faya, aujourd'hui, que je peux représenter, je suis allé voir tout à l'heure, là aussi, je vous envoie le lien. Il y a à peu près 130 offres ouvertes, alors qu'ils ne sont pas toutes à destination d'ingénieurs, mais il y en a quand même un petit paquet pour les ingénieurs, en France et à l'étranger. Non, ça n'a pas dû marcher, je le refais. Si, c'est bon là, Bertrand. Ah bon, ça c'est pas jobs.faya.com. Non, attends, on a juste le. Ah oui, c'est bon. Non, il y a eu les deux. C'est juste que, ok, vous avez les à deux. la Donc, suite. le Ouais, drive, c'est le drive, c'est pour le forum ESTP et jobs.faya.com. C'est l'exemple au niveau du groupe Faya. Et je pense, n'hésitez pas à commencer à aller voir ça pour l'ensemble de ces grands groupes avant de contacter les alumni. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le métier de la construction, qui est un métier hyper intéressant, qui recrute sur des postes complètement différents, et n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Et on a certains dans ceux qui assistent à cette conférence qui l'ont fait, ils ont eu bien raison. Merci Bertrand. Je crois que Christophe est arrivé parmi nous au téléphone. Est-ce que c'est bien le cas? Si c'est le cas, je vais lui laisser la parole. Allô? Oui, voilà Christophe. Donc, oui, si parce que tu m'avais mis en sourdine. Eh ben... Voilà qui est corrigé. Bonjour, désolé de m'être connecté tardivement. Alors concernant la finance, aujourd'hui la finance c'est plutôt un secteur sinistré, enfin depuis plusieurs années, hein, c'est pas simplement lié aux caractéristiques spécifiques de la période Covid. Mais ça fait quand même plusieurs années que le modèle historique des banques ne marche plus. Pour donner un petit peu des références, depuis 2012, les taux d'intérêt sont à 0%. Or, une grande partie de la rentabilité des banques provenait du placement des dépôts à vue, de l'argent que les gens laissent sur leur compte.
Donc, ça fait une grosse différence quand ces centaines de milliards sont placés à 4% ou quand ils sont placés à 0. Depuis même quelque temps, les banques voient leur argent rémunéré à des taux négatifs auprès de la Banque centrale. Donc, ce sont des pénalités qui sont importantes. Alors, évidemment, les banques ont réagi en limitant les embauches, en réduisant également la voilure sur tout un tas de projets, hormis peut-être les projets de développement numérique. Donc ça continue. Il y a du travail dans l'informatique bancaire, il y a encore du travail. Donc c'est des domaines dans lesquels vous pouvez postuler. Sinon, les domaines qui marchent encore dans le domaine bancaire sont les domaines du contrôle et de la conformité, dans la mesure où les réglementations européennes notamment sont de plus en plus exigeantes. Et donc les banques continuent de recruter dans ce domaine-là. Il y a 3 ans, lorsque la BNP a eu une grosse amende de la part des États-Unis, de 9 milliards quand même d'euros d'amende, elle a recruté dans la foulée 5000 cadres de conformité. Donc elle a doublé son effectif en quelques mois. Donc c'était un gros appel d'air, mais cela est vrai de l'ensemble du secteur. Donc tous ceux qui ont une fibre minutieuse et qui aiment la partie contrôle, là il y a quand même du travail. Donc dans la partie bancaire bien sûr, mais également dans toute la partie finance. C'est également vrai dans le secteur d'assurance, c'est également vrai dans le secteur de la gestion d'actifs, qui a toujours besoin de gens de conformité et de contrôle. Donc ça peut être un secteur qui reste porteur. Un des secteurs qui continue à marcher dans la finance, c'est le secteur du placement non-coté, de la gestion non-cotée, c'est-à-dire le financement direct des PME, PMI ou ETI en capital développement ou en capital risque. Donc là, il y a des besoins qui sont plus importants qu'auparavant. Il y a également plus d'argent qui provient des investisseurs institutionnels. Et donc, on a besoin de renforcer des équipes d'ingénieurs financiers, de chargés de participation. Donc, c'est un secteur qui reste en développement. Mais c'est un secteur qui, évidemment, c'est une niche. C'est un secteur qui est petit. Donc, le nombre de postes, même s'il y a une croissance, le nombre de postes total ouverts n'est pas nécessairement extrêmement important. Toute la partie marché dont je n'ai pas encore parlé, c'est-à-dire la partie trading, la partie un petit peu, je dirais, qui a fait l'aura des métiers bancaires et qui a embauché énormément d'ingénieurs dans la partie valorisation, cotation. Ça vivote, c'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas un secteur qui débauche, mais il y a beaucoup moins d'embauches qu'auparavant. C'est un secteur qui est devenu difficile dans la mesure où les marchés ne sont plus à la mode. C'est-à-dire que la vision tout passe par les marchés est un peu passée de mode. La partie bancaire traditionnelle a repris un petit peu le pas, mais qui, elle, ne recrute pas. C'est assez paradoxal. Alors la partie marché continue à recruter un petit peu au compte-gouttes. Donc vous pouvez toujours trouver, notamment pour ceux qui ont fait les axes, je crois que c'est ISDP, où vous faites beaucoup de formalisation mathématique et de la mathématique financière. Là, il y a encore, je dirais, des emplois régulièrement pour les services de recherche, les services de valorisation complexe, les services de montage, que ce soit à la Générale ou à la BNP ou au Crédit Agricole, il y a quand même quelques recrutements avec une concurrence qui est assez forte, puisque les X se précipitent aussi là-dessus. Mais bon, je pense qu'on a des choses à faire en tant que mineur de Nancy dans ce domaine-là. Donc ça, c'est encore un secteur qui recrute un petit peu au compte-gouttes, mais qui recrute en permanence, parce qu'ils ont toujours besoin de mathématiciens jeunes qui peuvent apporter une capacité de modélisation, une capacité de calcul très très forte.
Donc ça, c'est pour les banques françaises, mais également toutes les banques étrangères, que ce soit à Londres ou à New York, ou en Asie, Hong Kong ou Tokyo, Singapour. Ce sont des domaines où les ingénieurs français sont extrêmement appréciés. Donc là, vous pouvez, pour ceux qui souhaitent s'expatrier, vous pouvez trouver un accueil très favorable à des candidatures pour des gens qui ont des capacités de modélisation mathématique fortes. Donc ça, c'est également un secteur qui reste... là aussi, c'est une niche, mais qui reste intéressant. Et les salaires sont assez élevés dans ce secteur-là. Voilà ce que je peux dire sur le tour d'horizon de l'emploi dans la finance. Je ne sais pas si on répond à vos questions tout à la fin ou si vous le faites après chaque intervention. On répondra D'accord. plutôt à la fin et éventuellement même s'il y a des questions qui sont plus spécifiques en direct pour que toi, Christophe, vu que ton nom n'est pas affiché, Christophe Couturier, puisse être éventuellement sollicité par certains sur le call. D'accord. Alors, je l'ai un petit peu évoqué peut-être en complément, que les projets informatiques des banques restent actifs. Donc là, finalement, vous ne serez pas directement dans le métier, hein, c'est-à-dire que souvent on dit que pour faire une bonne carrière, il faut être dans le métier de l'entreprise dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise de BTP, faut faire du BTP. Si on fait de la banque, mieux vaut faire de la finance. Mais on peut aussi être dans des fonctions support dans chacune des entreprises, hein, c'est bien aussi. Et donc, on peut faire de l'informatique dans la banque. Et là, effectivement, il y a toujours des recrutements, puisque l'informatique bancaire c'est des monstres, des systèmes qui sont monstrueux. Et donc, ils ont toujours besoin de gens malins pour faire des choses astucieuses et de créer des applications. Par exemple, sur tous les projets digitaux des banques, ça reste extrêmement actif. Donc là, c'est une niche plus par la fonction que par le métier. Mais je crois que c'est vrai d'ailleurs de à peu près tous les secteurs. Hein, la partie informatique reste quand même un besoin fondamental de la plupart des entreprises. Merci Christophe. Merci. Si certains sont intéressés par ce secteur d'activité ou ont des questions pour aller plus loin avec Christophe, donc soit en les posant sur le chat, soit en revenant directement vers Christophe qui possiblement pourra vous aiguiller. Sur la partie transport avec Agathe éventuellement, donc si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Donc, Agathe, promo 15. Je travaille à la RATP où j'ai fait mon stage de fin d'études au sein du programme Bus 2025, donc qui est le programme de transition énergétique de notre flotte de bus. Et je suis responsable d'études donc sur le système bus électrique, donc à la fois infrastructure, matériel roulant et adaptation de l'exploitation à la mobilité électrique. Donc ça fait maintenant presque 2 ans et demi que je travaille au sein du programme. Du coup, peut-être ce sur quoi je peux vous parler un petit peu sur le domaine des transports et de la mobilité, je sais que certains d'entre vous avaient un peu des questions. Clairement, aujourd'hui, sur le post-Covid, si ceux qui sont intéressés par le domaine des transports ont lu un petit peu la presse ou sont au courant, ça a été une période compliquée, comme dans beaucoup d'autres entreprises. On a poursuivi le service parce qu'on exerce une mission de service public, donc c'est normal d'avoir une continuité de service. Et néanmoins, du coup, il y a un certain nombre de recettes qui ont été amenées à diminuer. Donc, pour les autorités organisatrices de transport aujourd'hui, c'est compliqué. On cherche en gros 4 milliards à l'échelle de la France et 2,5 milliards à l'échelle de l'Île-de-France, mais on attend notre plan de relance à nous aussi. Néanmoins, il y a plein d'opportunités parce que quand on pense transition énergétique, ça passe aussi par le domaine des transports en commun et du coup le verdissement des flottes et la mise en place de réseaux de transport qui permettent de supprimer la voiture, que ce soit en ville ou alors à échelle plus grande pour le ferroviaire
entre les villes. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés par ces domaines-là, effectivement, Bertrand a pu en parler tout à l'heure, il y a aussi nos concurrents qui recrutent un peu. Alors aujourd'hui, il faut être honnête, les recrutements ont tendance, il y a un peu de frilosité quant à recruter sur des postes d'études. Par contre, sur les postes opérationnels, que ce soit à la maintenance ou en exploitation, il y a des possibilités parce que de toute façon, ça au quotidien, ça existe. Et puis, j'ai envie de dire que si vous voulez absolument faire un job, je pense que quand on est motivé, qu'on arrive à trouver au bon endroit, souvent on finit par trouver. Alors, on rentre peut-être pas exactement comme on pensait rentrer dans un secteur, mais néanmoins, c'est possible. Et juste sur la partie, sur les mobilités, il y a effectivement de l'ingénierie plus sur point de vue physique ou alors vous pouvez travailler donc sur les matériels roulants ou l'infrastructure. Vous pouvez aussi, et il y a un besoin croissant d'analyse de la donnée sur la mobilité. Beaucoup d'autorités organisatrices mettent en place de plus en plus de choses dans le cadre de l'OM qui a été publié cet hiver et aussi dans le cadre de l'open data. Donc, tout le monde cherche à se structurer là-dessus. Du coup, il y a un besoin en data, en analyse de données dans le transport qui est assez important. Et là-dessus, globalement, ça continue à recruter. Pour prendre l'exemple chez nous en interne, il y a des endroits où on limite là les recrutements. Par contre, l'analyse de données, pour l'instant, ne fait pas partie. Et comme je sais que certains d'entre vous ont pu travailler là-dedans, voilà, c'est une façon aussi de vous dire que, par exemple, si vous avez fait de l'analyse de données, peut-être qu'il y a un secteur qui vous intéressait fortement et pour lequel ça ne va pas forcément recruter. Néanmoins, vous pouvez quand même exercer ce métier dans d'autres filières. Voilà. Et puis, évidemment, alors moi, je travaille du coup sur la mobilité électrique. J'ai envie de dire que si vous êtes intéressé par des énergéticiens, alors Bérénice Bougard qui travaille chez Total n'est pas là ce soir, mais elle vous aurait dit que par exemple chez Total, aujourd'hui, ils ferment les recrutements. Néanmoins, par exemple, le secteur de la mobilité électrique, si on prend des énergéticiens ou des pépites ou filiales de grands groupes, ça recrute toujours. Et voilà, oui, il y a eu cette période de crise, oui, ça complexifie les investissements, mais néanmoins, on continue à regarder vers l'avant et il y aura des recrutements et le secteur, les projets ne se sont pas tous arrêtés à cause du Covid. Voilà ce que je pensais vous partager ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Agathe. Effectivement, donc s'il y a des questions, soit directement sur le chat, soit en direct avec Agathe, qui comme elle l'introduisait, je pense vous connaissez pour la plupart. Il y a juste peut-être un petit conseil, pardon, j'ai oublié parce que Patricia vous l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai écrit dans le chat, mais sur la partie recommandation, n'hésitez pas à discuter avec certains de vos profs ou alors des personnes que vous avez pu rencontrer dans le cadre des projets que vous avez fait, entreprise à l'école ou en labo. Souvent, quand ça s'est bien passé, on est content aussi de recommander quelqu'un parce que quand c'est quelqu'un en qui on a confiance, recommander quelqu'un, c'est aussi derrière, c'est-à-dire qu'avec la personne auquel on le recommande, on aura aussi peut-être quelqu'un de bien qu'elle nous recommandera. Et du coup, au début, on peut se dire ah mais non, j'ose pas demander une recommandation, alors qu'en fait, ça s'est très bien passé. Il n'y a aucune raison, si vous pensez que vous la méritez, et j'en suis sûre, vous la méritez, de ne pas oser demander. Donc, la première fois qu'on demande, ça peut paraître un petit peu, alors angoissant peut-être pas, mais on peut être hésitant.
Et n'hésitez pas à demander une recommandation et au-delà de ça, à demander à vos profs ou aussi enfin, voilà, aux alumni que vous avez rencontrés, à vos tuteurs de stage, s'ils ont un secteur, enfin voilà, s'il y a une personne que vous souhaitez contacter et que vous savez que une autre personne la connaît très bien, n'hésitez pas à le demander parce que la plupart du temps, on recommande avec plaisir les gens bien. Voilà. Patricia, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai vu que tu avais levé la main. Oui, comment on demande une recommandation, que ça peut peut-être faciliter, c'est que quand vous dites je suis en train de construire mon parcours professionnel, je m'interroge, etc., du coup, allez en parler effectivement à ceux avec lesquels vous avez travaillé au niveau des stages, au niveau des projets. Et vous pouvez leur demander, est-ce que tu peux me faire un retour sur mes points forts et mes axes d'amélioration. Et du coup, là, ça initie l'échange. Et à ce moment-là, sur cette base-là, une fois que mes points forts, c'est quels sont mes points forts et quels sont mes axes de recommandation, qu'est-ce que tu me conseilles de travailler? Et à ce moment-là, c'est plus facile de dire, tiens, notamment sur mes points forts, est-ce que tu peux me mettre une petite reco sur LinkedIn? Voilà, c'est comme ça que ça peut être plus facile. Je rebaisse la Oui, main. et j'ajouterais même que des fois, même par exemple pendant vos stages, que ce soit en 2e ou 3e année, faire un retour réciproque, c'est-à-dire que voilà, en fin de stage ou peut-être régulièrement vous échangez avec votre tuteur, on est aussi content voilà, quand on encadre des stagiaires. Moi, ça a été mon cas quand j'ai été en stage. Mon tuteur m'avait demandé de lui faire un retour en me disant qu'est-ce que tu as trouvé bien, pas bien, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu conseillerais pour améliorer l'intégration des stagiaires. J'avais trouvé ça très riche de pouvoir faire un retour sur le management et je trouve que c'est très bien. Et du coup, ça peut aussi être l'occasion de dire ça, j'ai bien aimé dans la façon dont on a fonctionné, ou alors à l'inverse, ça peut-être que s'il y avait d'autres stagiaires, ça pourrait fonctionner comme ça. Et souvent, les personnes, elles sont aussi contentes d'avoir un retour sur la façon de travailler, surtout quand il est constructif. Il ne s'agit pas de démonter voilà, la personne, mais d'être constructif dans ce qu'on a à dire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci Agathe. Je vais être le dernier à prendre la parole. Je suis Bertrand Gallet, je suis cofondateur de 3 sociétés. Une première qui s'appelle QJUC, qui fait des présentations de produits pour les sites de e-commerce, donc tout ce qui est photo, vidéo, 3D pour des marques ou des distributeurs en e-commerce. J'ai cofondé une seconde société qui s'appelle Product Live, donc qui édite un logiciel qui aide la grande distribution à référencer les produits en provenance de l'ensemble de leurs fournisseurs. Et une troisième société plus récente qui fait de l'investissement dans d'autres startups. Donc, moi, je vais pouvoir vous parler d'un secteur qui a été beaucoup plus épargné que les autres par la crise du Covid. Évidemment, passé une période de sidération qui a touché effectivement tous les secteurs, y compris la tech au sens large. Les éléments s'étant un peu dissipés, les enseignements qu'en ont tiré l'ensemble des entreprises, c'est les entreprises les plus digitalisées sont celles qui s'en sont le mieux sorties. Donc, résultat, elles sont toutes, dans la mesure de leurs moyens, en train d'essayer de mettre les bouchées doubles sur ces sujets-là. Donc, résultat, vous avez des opportunités qui sont très nombreuses pour les ingénieurs aujourd'hui dans les secteurs de la tech au sens large. Vous avez principalement 2 grands métiers dans la tech, soit tout ce qui va être lié justement aux produits au sens large, donc c'est-à-dire au développement logiciel, aux chefs de produits, chefs de projet, la mise en œuvre de ces outils-là. Et vous avez tout ce qui va être lié à la commercialisation dans la tech, qui existe aussi et qui est très fort, et qui est aussi des métiers qui sont trustés par les ingénieurs.
si vous voulez faire schématiquement ce qui est la structure du marché, vous avez les locomotives qui sont des entreprises que on connaît tous, qui ont fait le devant de l'actualité pendant justement l'épisode de Covid, hein, donc qui sont appelés les GAFAM aux États-Unis et BATX en Chine. Toutes celles-là sont capables de recruter aujourd'hui des ingénieurs des mines de Nancy sur toute une palette de métiers qui vont du développement, évidemment, là ce sera la voie développement tech, hein, j'entends, ce sera la voie royale pour y rentrer dans la plupart de celles-là parce qu'ils en manquent terriblement comme tout le monde, mais aussi tous les métiers d'ingénieurs qui vont être autour, soit dans la gestion des projets, la modélisation des problématiques, donc tout ce qui va être lié à la data, mais aussi toutes les problématiques qui vont être liées à la commercialisation, donc tout ce qui est des ingénieurs avant-vente, des ingénieurs d'affaires pour le coup, donc qui vont plus être liés à la commercialisation. Donc sur la partie, donc ça c'est sur les très gros dans la tech. Vous avez aussi des entreprises qui sont très actives en termes de recrutement, qui sont les très grosses startups, en tout cas en France, qui sont les très grosses startups qui ont été énormément financées, en particulier dernièrement. Donc Christophe mentionnait le fait que de l'argent de capital investissement était disponible. Donc ça, c'est une réalité dans le secteur de la tech en France aujourd'hui. Et les grosses startups type Doctolib ou OVH, mais vous en avez des dizaines d'autres, sont des entreprises qui aujourd'hui cherchent à recruter et qui, faute de talents, sont obligés de se tourner, comme chacun d'entre nous, vers toutes les solutions de bout de ficelle qui existent, d'offshoreisation de certaines de ces compétences ou de diminution de leur exigence à l'entrée. Le manque est terrible à cet endroit-là sur le recrutement. Et après, vous avez un foisonnement de beaucoup plus petites entreprises sur lesquelles là, je vous invite à être beaucoup plus attentif à ce qui est proposé, ce qu'il y a dessous et quel est le modèle économique, puisque c'est les petites entreprises de ce type-là, donc ce que vous pouvez appeler start-up hein, dans l'acceptation courante, ont des durées de vie moyennes qui sont extrêmement faibles et sur lesquelles les modèles économiques ne sont pas toujours avérés, même si elles arrivent à lever des fonds et qu'elles seront en capacité de vous recruter, c'est certain. Par contre, dans les trois types d'entreprises que j'ai décrits, donc les très gros, qui sont extrêmement exigeantes, les grosses startups qui, là pour le coup, font tous les efforts du monde pour recruter au rythme où elles se développent, et les toutes petites, vous allez avoir trois métiers, vous allez avoir trois environnements de travail qui vont être très très différents. Les plus grosses étant extrêmement exigeantes et peuvent le rester même dans cette crise. Les intermédiaires le sont, vont avoir beaucoup plus de place et d'opportunités. Les toutes petites en ont et le feront sur des fonds qui ne sont pas les leurs et donc qui vont vous permettre d'avancer très vite avec elles, mais avec un besoin vital pour vous de bien regarder quelle est la logique économique qui est derrière et de la pérennité de l'entreprise. Le fait de lever des fonds ne fait pas des entreprises pérennes. Le fait d'avoir des clients fait des entreprises pérennes. Là-dessus, dans la tech, vous en verrez un peu de toutes les couleurs. Je suis aux premières loges pour le voir. Il y a énormément d'argent qui circule pour l'instant. Et Agathe réclamait son plan de relance pour le Covid. La tech en a eu. Je suis bien placé à nouveau pour avoir vu les actions de BPI là-dessus. Il est très facile d'avoir de l'argent dans ces secteurs aujourd'hui, donc c'est des secteurs qui vont massivement continuer à recruter. Par contre, la vague qui attend la tech, en particulier sur les petites entreprises, sur les très grosses, bon, ils ont un peu survendu leur capitalisation boursière qui est aujourd'hui extrêmement élevée. Donc, résultat fait que les recrutements vont se poursuivre, même s'ils seront exigeants. Sur les petites, le retournement va possiblement se faire sentir avec le retournement de l'économie, c'est-à-dire que la vague des clients qui vont faire faillite, arrêter leur contrat et ainsi de suite, elle est plutôt devant nous.
elle est plutôt entre septembre et décembre. Et celle-là va aussi impacter la tech en commençant par les plus petites entreprises. Donc à nouveau, soyez vigilants sur ce que vous allez regarder ou chercher dans ces entreprises-là. Sur les métiers qui sont accessibles, qui vous sont accessibles, privilégiez dans la tech le fait de travailler dans des équipes où vous allez pouvoir apprendre, puisque c'est des choses sur lesquelles l'école vous aura formé un certain nombre de concepts, de maniement de concepts théoriques, mais vu que les technos vont extrêmement vite, il y aura forcément un gap au début. Donc le but n'est pas de se survendre, mais d'apprendre et de privilégier des équipes justement qui sont structurées. Vous aurez un certain nombre d'ingénieurs avec vous où vous allez pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, trouver votre place et avancer. Et ça me paraît être assez important parce que nous, on voit passer des jeunes diplômés qui ont un gap de compétences qui est important entre ce qui est attendu au niveau de l'entreprise et ce qu'ils peuvent fournir en fin de parcours diplômant. Et là, ce qui est vraiment important, c'est de réussir d'une part à s'accrocher et à être conscient de ça pour vouloir apprendre, progresser et trouver sa place dans les équipes d'ingénieurs que vous pourrez côtoyer. Voilà sur les très grands éléments. Donc là, je peux le répéter de manière extrêmement claire. Si en 2020 vous savez pas quoi faire et surtout que vous avez des difficultés dans un autre secteur qui peut être bouché, et là-dessus vous avez ne perdez absolument pas espoir. Regardez ce qui peut se faire dans les domaines qui sont liés à la tech. Et vous découvrirez un certain nombre de métiers d'ingénieurs qui sont, alors pour évidemment la voie royale étant la partie développement et produits, mais qui peuvent être très différentes avec toute une palette de compétences qui va de la gestion de projet à la vente en passant par la partie design de produits, expression de besoin, et ainsi de suite. Voilà pour moi. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Oui, Patricia, tu avais une remarque ou question? Oui, j'ai un ancien professeur de l'école, Marc Lefort, qui nous suit sur LinkedIn et qui, du coup, m'a demandé d'être son porte-parole ce soir. L'ONERA, la DGA et MBDA recrutent, et notamment beaucoup d'ingénieurs matériaux. Voilà, les infos qui m'ont dépassé. De la même manière, ils n'ont pas eu le temps de se mobiliser, mais j'en avais parlé à des camarades alumni de Nancy qui travaillent chez Engie. Et globalement, dans l'énergie, il y a pas mal de recrutements. Donc, peut-être il serait intéressant, je laisse à l'organisateur le soin d'y réfléchir, mais d'organiser, s'il y avait un besoin, un autre webinaire de ce type sur d'autres domaines. Donc, tu as mentionné l'aéronautique, là, Patricia, à travers on sait que Marc-François Lefort est très impliqué là-dedans. J'en ai souvenir. L'énergie est aussi un secteur qui a un gros recruteur et qui aura beaucoup d'enjeux. Donc, il y a peut-être moyen d'imaginer un deuxième épisode. Voilà. Je vois une question sur le chat. Quel canal privilégié pour postuler dans une grosse startup tech? Donc là, si on prend les plus grosses, celles qui sont très financées, au final, ils ont des process de recrutement et des talent managers. Vous pouvez les toper sur LinkedIn. Ils vous répondront, ils sont en recherche permanente. Donc, le terme à privilégier, c'est talent manager ou talent source. Enfin, il y a plein de termes qui ont talent dedans. Donc, ceux-là, vous pouvez les contacter en direct sur LinkedIn. Sur les offres d'emploi, elles sont
souvent, c'est pas le cas pour tous, mais souvent sur Welcome to the Jungle, qui est très utilisé dans ce secteur-là. Donc, il y a un site que vous pouvez consulter, Welcome to the Jungle. Pour des startups qui sont moins visibles, éventuellement moins shiny, enfin moins dans la communication, elles utilisent les canaux classiques, type Indeed ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est des recruteurs. C'est des recrutements qui sont intermédiés par des cabinets de chasse de tête ou de recrutement. Il y en a plein sur la place et la plupart utilisent, par exemple, Indeed, qui est très visible. Donc, si vous voulez y aller en direct, c'est sur LinkedIn, des talent managers ou ce type de poste qu'il faut réussir à toucher. Si vous voulez y aller sur des offres d'emploi existantes, Indeed ou Welcome to the Jungle, ça sera un bon point de départ. Et évidemment, dans toutes ces choses-là, privilégier le réseau pour savoir ce qui s'y passe avant. Mais pas pour demander quel est le job qui pourrait faire, mais plutôt pour demander des infos, comme vous le disiez, Patricia, sur l'entreprise, son contexte, les équipes qui sont stratégiques et celles qui pourraient éventuellement fitter ou correspondre à votre profil. Et après, par contre, surtout sur les grosses startups, les process de recrutement sont assez fermes. Autant vous auriez posé la question sur des petites, contactez en direct le fondateur, il sera très content de vous recevoir. Sur les plus grosses, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et ils essayent de professionnaliser leur recrutement. Peut-être juste on peut laisser la parole à Paul qui pourrait peut-être intervenir parce que lui ça fait un an qu'il travaille et peut-être que je pense que ça peut être riche pour les autres futurs diplômés qui sont là. Un petit mot, moi, Paul Baumann, donc promotion 2016, je suis un petit peu plus récent, un petit peu plus jeune que les autres personnes qui sont ici, même si on reste jeune dans sa tête. Déjà, un premier mot sur un conseil que Patricia m'avait donné, en fait qu'Agathe m'avait donné au départ, c'était de contacter Patricia parce que moi-même, à la sortie de mon stage de fin d'études au bout du monde, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, je suis allé voir Patricia. Et au départ, pour être tout à fait honnête, j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, les conseils de Patricia ont été redoutablement efficaces. Donc, si moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas à aller la voir. Ça, c'était le premier point. Ensuite, effectivement, je me suis un peu cherché, notamment dans les conseils différents. Et là, pareil, je n'ai pas hésité à contacter des alumni. Alors, toujours en expliquant très clairement quelle était ma démarche et pourquoi je les contactais. Pas contacter des gens au hasard. Les gens sont toujours intéressés pour témoigner de leur métier. Et puis, le témoignage de leur métier, la manière dont ils vont vous témoigner de leur métier, c'est toujours intéressant pour savoir ce qu'il y a derrière, sur la qualité de l'entreprise, sur l'ambiance de l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les gens. Et puis ensuite, donc, sur mon secteur, je travaille chez Eramet, donc dans la métallurgie, dans l'industrie lourde. Nous, on est directement impacté par les ralentissements, notamment le ralentissement en Chine. Mais dans l'industrie lourde, de manière générale, effectivement, en France, c'est plus compliqué. Mais de l'autre, les jeunes vont très peu dans ces secteurs-là. Donc, il y a des places à prendre, et notamment des places d'ingénieurs plutôt physiciens appliqués, qui ne sont pas forcément ceux qui sont recrutés dans la tech ou des secteurs comme ça. Actuellement, on offre assez peu d'offres d'emploi, mais on a des offres de thèse qui peuvent être très intéressantes. Et puis, de manière générale, la métallurgie et l'industrie lourde recrutent encore parce qu'on a une moyenne d'âge qui est assez élevée et c'est des activités qui existent et qui doivent se moderniser sur la partie informatique, mais aussi sur la partie procédé. Et donc, il y a aussi des opportunités. Mais là encore, comme le disait, je crois, Bertrand ou Patricia, ce sont des secteurs qui sont un petit peu spécifiques. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller contacter les alumni de notre école qui sont présents en nombre dans ce secteur pour prendre un peu la température de chaque entreprise. Voilà, merci. Merci à toi. Et... Je complète juste un petit point. D'abord, merci Paul pour la pub, génial. Et un petit point, le réseau, c'est pas que le réseau des mines de Nancy. Sur Intermine, vous avez les mineurs de Saint-Étienne et vous avez les mineurs de Paris. Donc, voilà, l'offre est nettement plus large et vous pouvez aussi
contacter les alumni des autres écoles. Voilà. Eh ben, merci à tous. Donc on a même tenu le créneau, ce qui est rare pour un événement alumni. Et donc on va pouvoir clore ici. On fera en sorte de faire circuler l'enregistrement. Et évidemment, ce qu'indiquait Bertrand Flao, c'est on réfléchira à faire ce type d'événement, en tout cas s'il est bien accueilli par les élèves. Et on réglera le problème d'invitation et d'email, mais qui est un problème récurrent aussi au niveau des alumni Minancy. Et on est chacun, je pense, à votre disposition pour pouvoir répondre à des questions plus précises, plus spécifiques ou même personnalisées sur vos profils. Alors, je voudrais juste, Bertrand, si je peux dire un mot avant de nous quitter. D'abord pour remercier tous les participants, ceux qui se sont mobilisés déjà comme participants, mais aussi les intervenants. Donc, un grand merci à Patricia qui a été couverte de laurier en plus, là, à juste titre. Donc, je suis sûr que tu vas être sollicitée. Patricia, merci pour tes excellents conseils pratiques. Les 4 intervenants sectoriels qu'on avait, qui ont bien voulu se mobiliser, donc Bertrand Flao sur la construction, Christophe Couturier sur le domaine financier, Agathe Bastide sur le transport et Bertrand Gallet sur la tech. J'en profite aussi pour dire que la tech, que je connais un peu moins mal aussi, a beaucoup changé dans les dernières semaines. Le monde du conseil, que je connais un peu mieux, évolue. Le conseil en stratégie continue à recruter, mais c'est un marché de niche très étroite, donc c'est très, très prudent. Et puis, il faut plutôt quelques années d'expérience avant de le rejoindre. Le conseil opérationnel recrute peu en ce moment. Je vois des entreprises comme Capgemini ou d'autres recrutent peu dans le conseil traditionnel. En revanche, dans ce qu'on appelle le conseil outillé, orienté solutions, ou les services informatiques, digitaux, comme l'a évoqué Bertrand d'ailleurs, ont le vent en poupe. Donc, tout ce domaine du digital, la crise, comme il l'a très bien montré, a révélé le fait que les entreprises qui s'engageaient dans cette voie étaient plus résilientes. Donc là, il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être dire aussi qu'il faut veiller à ne pas faire de trous dans son CV. Je ne sais pas si Patricia confirmera, mais je pense que dans la période, le plus important, c'est de ne pas rester l'arme au pied. Donc, ça a été évoqué, je crois que Bertrand l'a évoqué également. N'hésitez pas à vous orienter vers des carrières éventuellement un peu dans le domaine digital, par exemple, même si c'est une position d'attente pour certains. On a vu que certains secteurs supposés anciens, comme la métallurgie ou l'industrie lourde, continuent à recruter. Le témoignage de Paul Baumann était très illustratif dans ce sens. Il y a d'autres anciens qui sont chez Eramet. Je pense à Jean-Simon Chaudier, qui est aussi en Nouvelle-Calédonie, qui travaille chez eux. Donc, vous avez des opportunités dans tous ces secteurs. Je pense que c'est une affaire de détermination et d'imagination personnelle. Voilà. Donc, comptez sur vous, sur vos capacités, votre propre talent. Soyez déterminés, soyez imaginatifs. Vous n'aurez d'autres limites que vous-même, finalement. Peut-être juste un chiffre dans cette conclusion. Je lisais dans l'excellente étude d'IESF que d'ailleurs Agathe vous a mis en ligne, alors ça porte sur l'ensemble des ingénieurs qui ont répondu, 50 000 personnes, 24% ont trouvé un job par relation personnelle. Ce qui est nouveau, c'est que c'est loin devant, ça n'était pas le cas les années antérieures, loin devant les réseaux sociaux, qui viennent largement derrière. Bon, on le voit aussi dans certaines grosses startups, ça a été évoqué, comme Criteo, qui maintenant ne recrute plus que 3% de leurs cadres par les réseaux sociaux. Ça se fait maintenant beaucoup par relation
personnel, par réseau, par cooptation. D'où l'importance du réseau que Patricia a évoqué et d'autres. Et donc, on ne peut que vous inviter à rejoindre et à participer à ce réseau des mines. Il y en a d'autres, mais ce sont des réseaux à valeur ajoutée qui vous permettront certainement non seulement de progresser au début de votre carrière, mais également d'orienter ensuite votre carrière. Donc, rejoignez-nous, mettez à jour vos adresses mail. Serge insiste à juste titre là-dessus. Je crois que Yves Méchaca se fera certainement un relais puissant de notre session de ce soir vers vos camarades. Vous-même, vous pouvez peut-être porter la bonne parole. Je crois que c'était un peu une première et on était très heureux de la tenir avec vous. Je crois qu'il faut poursuivre. Et donc, n'hésitez pas, avant de quitter l'école ou en la quittant, de mettre à jour votre adresse mail de manière à ce que vous puissiez participer activement à ce réseau à valeur ajoutée que représente le réseau des mines. Voilà, très bonne soirée à tous. Et Bertrand, peut-être tu veux dire un mot de conclusion? Non, mais merci pour la fin de l'échange. Et donc, je ferai en sorte que vous ayez la vidéo de cet élément, enfin de ces interventions plus exactement. Et merci aussi à Ulrike. Je vois Ulrike Braun aussi en ligne, voilà, qu'on ne voit pas, mais qui était aussi parmi nous de l'école. Merci à Serge pour l'organisation au pied levé de cette première. Donc, on réitérera, je pense. Alors, merci à Serge et merci à toi, Bertrand. Voilà. Alors, à très bientôt à vous tous et très bonne suite. Au revoir.